Bonsoir, bienvenue dans ce magazine très spécial, un événement unique, un format inédit, cette Global Conversation, le tout premier numéro ce soir sur Euronews avec deux invités exceptionnels, deux grands leaders européens réunis sur ce plateau à un moment crucial pour l'Europe et les Européens qui vont discuter avec nous. Bonsoir Claudio. Bonsoir Sophie. De leur vision de cette Europe en crise et des grands bouleversements qui agitent le monde. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Presidente Hollande, Presidente Monti, benvenuti su Euronews. Apriamo questo primo capitolo di The Global Conversation. Bienvenue, messieurs. Première question sur l'Europe. Le dernier sommet européen du 22 novembre s'est soldé par un échec. Il n'y a pas eu d'accord sur le budget. Dans cette période où les gouvernements nationaux effectuent des coupes budgétaires, comment faire comprendre aux citoyens européens que l'Union n'emprunte pas le même chemin ? I cittadini europei devono fare sacrifici, i governi nazionali devono tagliare. Come spiegare ai cittadini europei che l'Unione Europea potrebbe andare in direzione opposta? Presidente Monti. Anzitutto bisogna ricordare che il bilancio dell'Unione Tout d'abord, il faut rappeler que le bilan de l'Union européenne est d'environ 1% du PIB de l'Union. È una quantità in assoluto rilevante, ma in termini c'est une percentuali. quantité importante, mais si on regarde le pourcentage, cela est assez réduit. Donc il est évident que dans cette période d'économie, de coupe budgétaire, il est évident qu'à chaque moment que l'on dépense en euros, il faut bien contrôler nos dépenses pour être certain que notre politique est efficace. Mais il ne faut pas s'arrêter à dire que tous doivent faire des économies et donc l'Union européenne doit faire la même chose. Parce qu'il est évident qu'il y a des dépenses au niveau communautaire qui nous permettent ensuite de faire des économies plutôt que fragmenter à un niveau national. Cela est tout à fait vrai pour les grands investissements transfrontaliers et il est vrai également si l'on pense à des projets de défense communes, par exemple, parce que ce serait bien sûr beaucoup plus coûteux d'avoir des politiques de défense nationales qui ne soient pas harmonisées. Et bien sûr, cela est valable dans d'autres domaines, bien entendu. Et donc, la position de l'Italie est que nous ne sommes pas contre le fait d'avoir des dépenses supérieures au niveau communautaire si on peut démontrer que cela est utile et qu'il y aura des économies par la suite. Comme l'a dit le président Monti, les dépenses de l'Europe, c'est 1% de la richesse européenne. Est-ce que nous considérons que c'est trop ? Non. Je pense que c'est le bon niveau pour préparer l'avenir, parce que l'Europe, c'est essentiellement un budget d'investissement, un budget de croissance. Est-ce qu'il faudrait faire moins ? Nous faisons déjà des efforts dans chacun de nos pays. Si nous mettions sur le plan européen également des disciplines qui seraient excessives, ce serait défavorable à l'ambition qui a été la mienne de créer davantage de croissance par l'Europe. Alors nous avons à faire un compromis, comme toujours, en matière européenne. Et je ne doute pas que nous trouverons la solution. Ce n'est pas la première fois que l'Europe s'y reprend à deux fois, voire même davantage, pour caler son budget. Mais là, je suis convaincu que les pays qui sont ceux de la cohésion, les pays qui sont arrivés il y a peu de temps en Europe, auront à cœur de faire un bon budget pour l'Europe, nous aussi. Et ceux qui demandent des chèques, des ristournes, des rabais, devraient considérer que l'Europe, ce n'est pas une caisse où on vient déposer des fonds et retirer les mêmes. L'Europe, c'est une solidarité pour une politique de croissance qui est bénéfique pour tous. Nous aurons, comme souvent avec l'Italie, la même démarche pour aboutir à ce compromis. Mais moi, ce que je veux souligner surtout, c'est qu'au-delà de ce budget qui sera trouvé, je n'en doute pas, dans l'année 2013, l'année 2012 a été une année qui a permis de faire avancer l'Europe. Et nous en voyons aujourd'hui les résultats sur la Grèce, puisque nous avons trouvé la solution, mais également sur les taux d'intérêt, sur la confiance qui est revenue sur les marchés. Et ça, nous le devons et aux politiques qui ont été conduites et à l'action que nous avons pu mener, Mario Monti, Madame Merkel et moi-même et d'autres,
pour arriver à un bon compromis. Et puisque vous parlez de ceux qui demandent des rabais, justement, à propos du budget, David Cameron a, lui, déclaré lors du dernier sommet qu'il y avait des dépenses qu'on ne pouvait pas se permettre en ce moment, et donc lui réclame des économies, effectivement 200 milliards, je crois, d'économies sur le budget. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, il n'en réclame pas tant, mais c'est déjà beaucoup. Il est toujours attentif, et il faut l'être, aux dépenses d'administration. Mais en même temps, il y a des institutions qui existent en Europe et nous devons les préserver. Et je pense notamment au siège de Strasbourg. Donc nous avons dans les traités un certain nombre de lieux européens. Et donc c'est toujours commode de faire des économies là où on n'est pas touché. Et le président de la Commission européenne a fait une très belle démonstration lors de notre dernier Conseil, où il a fait valoir que la plupart des dépenses qui étaient consacrées à l'enseignement supérieur étaient au bénéfice du Royaume-Uni. C'est pas pour ça que je vais demander des coupes dans le budget de l'enseignement supérieur ou de la recherche de l'Europe. Je vous propose de voir maintenant quelques images et on en discute ensuite. Ces images datent du 14 novembre. C'était une journée de grève générale en Europe contre l'austérité. La situation est dramatique dans plusieurs pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Les citoyens européens se sentent étranglés par les plans de rigueur. Le traitement n'est-il pas pire que la maladie ? Eh bien, il faut tout d'abord se rendre compte et comprendre la cause de la maladie, la cause de ce chômage et la cause du chômage des jeunes. La cause n'est pas tellement la discipline qu'on impose aujourd'hui au budget public des différents pays. La cause est due plutôt au manque de cette discipline, plutôt par le passé. Si je pense par exemple à l'Italie, mon pays, jusqu'il y a quelques années, avant que ces liens de l'euro soient aussi contraignants, eh bien, les gouvernements italiens, de droite ou de gauche, les gouvernements successifs, ils avaient tous des déficits publics en pourcentage de PIB de 8, 9, voire 10% par an. Et cela n'était même pas discuté. Il n'y avait aucun débat et personne n'y faisait attention. Mais déjà, à l'époque, et quelqu'un l'avait fait, cette situation permettait de satisfaire tout le monde, donc il y avait un certain consensus immédiat, mais il y avait aussi une victime par rapport à ça. Toutes les générations futures, les enfants, les nouveau-nés qui ne pouvaient pas voter, et les problèmes que l'on voit aujourd'hui du chômage des jeunes, ces problèmes n'est pas dû à la méchanceté, entre guillemets, de Bruxelles aujourd'hui, ce n'est pas dû en Europe à une Europe antisociale. Cela est plutôt dû aux excès de la classe politique italienne et d'autres pays qui, par le passé, ont toujours voulu un consensus immédiat, toujours en pensant à plaire aux électeurs et non pas aux générations futures, comme devrait le faire un certain nombre d'États. L'Europe introduit cette culture de la stabilité et cela va amener, bien évidemment, dans les médias à une sorte de récession, mais ce n'est pas en évitant la discipline sur les bilans qu'il faut trouver une solution. Il faut tout simplement avoir encore plus d'outils au niveau européen avec une grande rigueur comme M. Hollande a demandé. Et il faut donc enrichir tous les outils de la politique économique européenne
grâce à des interventions sur les infrastructures, des interventions pour le travail des jeunes, l'emploi des jeunes, et je pense que de cette manière, nous pourrons réconcilier l'opinion publique des jeunes avec l'Europe et faire en sorte que l'Europe ne soit pas vue, même à tort, mais il y a un risque de cela, que l'Europe ne soit pas vue comme une créature méchante qui n'a pas de cœur et qui n'a aucune sensibilité à l'aspect social. L'Europe est tout à fait le contraire, c'est un outil qui impose une discipline sur la politique d'aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas d'abus en dépit il y avait eu ces dernières années des contre les générations futures. Tout à fait néfastes dans un certain nombre de pays sur le plan de la gestion de leurs finances publiques. Il fallait donc mettre de l'ordre, et ça vaut pour un pays comme la France, parce que sinon nous étions gagnés par la spéculation sur nos dettes. Donc la discipline, elle était nécessaire, mais elle ne peut pas suffire. Donc il faut que les pays qui, eux, ont des comptes publics à l'équilibre, qui ont une compétitivité élevée, soutiennent leurs demandes intérieures. Ça, c'est la coordination, c'est aussi la solidarité, pour que les pays qui ont à faire des efforts puissent avoir des demandes qui leur soient adressées de l'extérieur. Et puis ensuite, il y a l'Europe. L'Europe, ce n'est pas simplement une maison de redressement, un lieu de discipline où on fouette ceux qui se comportent mal. C'est aussi un lieu et un espace de solidarité et de croissance. On en revient au budget européen, au pacte de croissance que j'ai présenté. Et donc nous devons faire preuve de coordination, de solidarité et de soutien. Reste ce que chacun des pays doit faire. Moi, je veux que mon pays, la France, puisse à la fois avoir des finances publiques bien gérées, mais en même temps puisse avoir une compétitivité élevée, plus élevée qu'aujourd'hui, et enfin de la croissance pour les jeunes, de l'emploi. Et c'est pour ça que j'ai mis la jeunesse au cœur des engagements pour mon mandat, et je fais un effort considérable malgré toutes les contraintes budgétaires sur l'éducation, sur la formation, et également sur l'emploi des jeunes qui sont les plus éloignés du marché du travail. Et ce serait une belle politique pour l'Europe si elle mettait cet objectif au cœur de ses choix pour les prochaines années. Mais alors là, on parle vraiment plutôt d'un risque, on parlait de l'austérité, donc c'est vraiment un risque de paupérisation. Alors parlons de la Grèce qui a obtenu la semaine dernière une nouvelle tranche d'aide. On va passer les détails techniques, mais l'objectif c'est de réduire la dette à 124% du PIB d'ici 2020. 124% du PIB, c'est énorme. 2020, c'est dans 8 ans. Ça veut dire 8 ans de sacrifice encore pour les Grecs. Est-ce qu'ils tiendront ? Je pense que ces objectifs sont nécessaires, mais en même temps, chacun en connaît le caractère relatif qui peut dire où nous en serons dans 8 ans ou dans 10 ans. Ce qui compte, c'est où nous en sommes aujourd'hui, où nous en serons dans les mois qui viennent. La Grèce, elle sait maintenant qu'elle a un soutien qui lui a été accordé. Et donc, elle va pouvoir retrouver de la respiration, de la confiance. Elle va pouvoir, demain ou après-demain, émettre sur les marchés. L'Irlande l'a fait alors qu'elle connaissait aussi une situation très difficile. Voilà, il y a eu là enfin l'acte qui était attendu. Il n'y a plus de doute maintenant sur la zone euro. Il y a encore quelques mois, nous pouvions nous poser des questions. Est-ce que la zone euro ne va pas éclater ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des taux d'intérêt qui vont exploser ? Regardez où nous en sommes à la fin de l'année. La Grèce maintenant a son soutien, son plan de redressement, et donc il n'y a plus de doute. L'Italie voit ses taux d'intérêt baisser. L'Espagne a également eu un soutien pour ses banques. La France a des taux d'intérêt également bas. La confiance est revenue. Bon, nous avons réussi cette étape-là. Mais il faut maintenant franchir les prochaines. Et ça s'appelle la croissance, la solidarité, mais tout en ayant à cœur d'approfondir notre union et d'avoir des disciplines qui soient respectées par tous. Alors ne pensez-vous pas, et là je vais m'adresser à M. Monti, que l'inévitable, c'est l'effacement partiel de la dette de la Grèce ? Hier, pour la première fois, Angela Merkel l'a évoqué comme une possibilité, et le FMI le préconise depuis longtemps comme inévitable. Qu'en pensez-vous ? C'est difficile de prévoir si cela va pouvoir se produire parce que c'est vrai,
Il est vrai que c'est quelque chose qui s'est déjà produit auparavant. L'Allemagne en a bénéficié au début des années 50, par exemple. Mais je pense que la Grèce doit être regardée avec un certain détachement. C'est-à-dire que la Grèce, avant de rentrer dans la zone euro, était un pays, et je le dis avec beaucoup de sympathie et d'affection pour la Grèce, pour sa culture et sa tradition, on peut dire que c'était un pays où les règles n'étaient pas respectées, où l'évasion fiscale était peut-être la plus élevée en Europe. C'était un pays où la concurrence n'existait pas, la méritocratie n'existait pas, la corruption était très répandue. Donc la Grèce était un concentré de choses qui sont antithétiques à une économie moderne de marché et aussi à cette culture de stabilité qui s'est développée en Allemagne avec l'économie sociale de marché. Et le reste de l'Europe a décidé de suivre cette politique avec le projet de marché unique et de la monnaie unique. La parte vuota del bicchiere e quindi si può dire la Grecia non ha fatto in tempo. On peut dire que la Grèce n'a pas fait à temps tout ce qu'on lui a demandé de faire pour se redresser. Ça, c'est la partie pas pleine du verre. Mais la partie pleine du verre est que si la Grèce n'avait pas fait partie de l'eurozone, elle n'aurait même pas pu entamer toutes ces démarches. Toutes ces modifications, ces changements de sa politique, et cela amène à une modernisation de l'économie grecque et de la société grecque. Il s'agit vraiment d'une révolution, une vraie révolution. Et généralement, il faut bien une génération pour faire cela. Eh bien, en si peu d'années, nous pouvons observer que cela est en cours. Et j'ai déjà discuté de cela avec la chancelière Merkel. Nous avons déjà dit qu'en regardant la Grèce, on ne devrait pas voir seulement les lacunes de la Grèce. Il faudrait également regarder comme un témoignage du succès de nos produits d'exportation, c'est-à-dire l'euro, parce que la monnaie unique a aussi exporté des éléments pour la culture de la stabilité. De nos confrères de The Economist, un dessin daté du mois de juin. Alors, pour notre public qui ne parle pas l'anglais, il est écrit « S'il vous plaît, pouvons-nous démarrer les moteurs maintenant, Madame Merkel ?» Donc, au-delà de l'anecdote comique, on a l'impression quand même depuis quelque temps que l'Europe est un bateau qui sombre un petit peu. On met des rustines par-ci par-là pour le maintenir à flot. Aux commandes, l'Allemagne qui dicte le cap. Y a-t-il une volonté de votre part de créer un front franco-italien pour faire face au diktat allemand notamment ? L'Allemagne est une économie forte, mais elle ne peut rien sans les autres pays européens, y compris même pour sa propre prospérité. Et Mme Merkel l'a parfaitement entendu. La France joue un rôle éminent en Europe parce que nous sommes un pays comme l'Italie fondateur et que nous avons une économie qui est solide. Mais nous ne prétendons pas diriger l'Europe à la place des autres pays. Mais il faut qu'il y ait un moment une conception commune. Donc nous devons non pas isoler un pays, en l'occurrence nous, l'Allemagne, pas davantage l'Allemagne se mettre en situation de domination, ce qui ne serait pas bon pour elle et pas bon pour l'Europe. Nous devons travailler ensemble. Et l'intérêt de l'Allemagne, c'est que l'économie européenne reparte. Si la récession se poursuit, l'Allemagne, elle aussi, plongera. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, sa croissance ralentit. Donc elle doit, elle, faire un effort, je l'ai dit, de soutien de l'économie. Et puis nous devons montrer que nous pouvons être compétitifs. Donc nous devons éviter de nous faire des leçons, mais nous devons travailler ensemble. Parce que pourquoi le bateau européen, je ne suis pas sûr que The Economist soit le journal le plus objectif sur la question européenne. Vous faites allusion au dernier numéro sur la France. Pas simplement au dernier numéro sur la France, mais enfin, ce n'est pas les Anglais qui vont nous faire des leçons sur l'Europe. Donc, je parle des Anglais et de la presse britannique, je ne parle pas des gouvernements. Mais donc, à partir de là, l'Europe, c'est un bateau où nous sommes tous dessus. Et donc, nous devons le faire aller dans le bon cap et dans la bonne direction. Et moi, je constate, malgré toutes les difficultés, les lenteurs, parce que chacun a ses opinions publiques,
Nous avons réussi à franchir des caps, des balises. Nous n'avons pas encore atteint le bon port, mais nous devons remettre l'économie européenne sur le chemin de la confiance et de la croissance. Et nous avons besoin de l'Allemagne, mais l'Allemagne a besoin de la France, sans laquelle elle ne peut pas assurer la direction, et de l'Italie, qui est la troisième économie européenne et qui, je crois, a apporté depuis plusieurs mois une cohérence et un esprit de responsabilité. Monsieur Monti, en quelques mots, ce front franco-italien, vous y croyez? Non sono né francese né tedesco, come si sa. Je ne suis ni français ni allemand, comme vous le savez bien. Et je pense que la collaboration, je préfère parler de collaboration et non pas d'axe, soit absolument vital pour l'Europe. Il s'agit d'une condition nécessaire parce que si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, c'est un problème pour l'Europe. Mais je ne pense pas que ce soit une condition suffisante pour l'Europe que la France et l'Allemagne soient d'accord. Je pense que c'est plus facile pour la France et l'Allemagne de tomber un accord s'ils peuvent dialoguer avec d'autres. Et je pense que l'Italie est prête, elle est active, alors qu'il y a quelque temps, l'Italie n'était pas aussi présente. Donc nous sommes ouverts au discours franco-allemand et je trouve que ces conversations sont de plus en plus inscrites dans cette méthode communautaire. Vous êtes tous deux partisans de la croissance comme moteur de la reprise, mais le moteur est à l'arrêt. Comment le mettre en marche? Pourquoi ne pas envisager, comme le suggèrent plusieurs économistes, une dévaluation de l'euro? Quelle est votre position sur ce point? Moi, je pense qu'en économie, il n'y a pas de tabou. Il ne doit pas y avoir de tabou parce que ce qui est un tabou aujourd'hui peut être demain intéressant. Cela dit, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une piste concrète pour différentes raisons. Je pense plutôt que je pense qu'il faut avoir dans les autres domaines de la politique économique et non pas la monnaie unique un grand degré de coordination et de politique commune parce que l'Europe fonctionne lorsque la prise de décision est commune. Et par exemple, je pense à la politique d'investissement, des grands projets, des politiques industrielles. Nous avons besoin de plus d'Europe. Si cela est possible, et je suis convaincu que ce sera possible, je pense que nous aurons une Europe forte, non pas sur les freins, mais aussi pour l'accélérateur. Et les freins et l'accélérateur ne seront pas en conflit et donc il n'y aura pas de manœuvre dangereuse, mais nous serons plus équilibrés, nous aurons une discipline qui nous permettra d'avoir une grande reprise et je pense aussi fortement, je pense à un moteur que le moteur n'a pas fonctionné suffisamment bien jusqu'à maintenant, le moteur unique européen. L'euro a vu sa parité baisser ces derniers mois. Ça n'a pas été favorable à la croissance. Donc je ne crois pas à l'utilisation de l'arme monétaire pour faire repartir nos économies. De la même manière, les taux d'intérêt sont relativement bas, sauf dans un certain nombre de pays. Ça ne suffit pas pour faire partir l'investissement. Donc de quoi a-t-on besoin? Premièrement, de confiance. Nous devons la rétablir, c'est le cas. Deuxièmement, nous avons besoin d'avoir de la compétitivité. Il faut rappeler que l'Europe, c'est la première puissance économique du monde, plus forte que les États-Unis, plus forte que la Chine. Donc à nous de créer un contexte d'innovation, de recherche, de savoir-faire, de qualification, pour que nous puissions être meilleurs dans la compétition. Et enfin, nous avons besoin de solidarité et de croissance. Et ça suppose des politiques nationales et une politique européenne. Je pense que le pire pour l'Europe, c'est de douter d'elle-même. C'est-à-dire de penser qu'elle est sur un déclin. Dès lors qu'on prononce le mot déclin, c'est qu'il est déjà engagé. Donc il faut remettre de l'espoir, il faut remettre de l'encouragement, il faut remettre, notamment pour les générations futures, une vision de ce que doit être l'Europe. Le 10 décembre,
il va y avoir la remise du prix Nobel de la paix à l'Europe. Certains se sont même étonnés de cette décision. Donc l'Europe qui a été capable de dépasser les affrontements nés des guerres, qui a été capable d'assurer la réunification du continent, ne serait pas capable de donner une vision aujourd'hui pour son économie et pour sa croissance. Eh bien, ça, c'est le défi de notre génération, de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou ceux qui y prétendent pour demain. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, regarder à nouveau quelques images, puisque l'on parle de guerre, justement. Voilà. C'est Gaza, bien sûr, 166 morts côté palestinien, 6 côté israélien. C'est le dernier bilan suite à l'intervention, la dernière offensive israélienne. 20 ans de blocage depuis le processus d'Oslo. Que fait l'Europe? Où est-elle? L'Europe, elle est celle qui parle de manière ferme, répétée, de la nécessité du dialogue et de la négociation. L'Europe, elle est amie d'Israël et amie de la Palestine. Et donc, elle peut dire aux protagonistes d'un conflit qui dure depuis trop d'années que le temps est venu de la négociation. Vous avez parlé d'Oslo. Pourquoi ne retrouve-t-on pas les bases et les principes d'Oslo pour en terminer une bonne fois? Oui, mais pourquoi, justement, l'Europe n'est pas entendue? Parce que, là encore, cette Europe qui a cette puissance économique n'a pas encore la parole politique qui lui correspond. Et ça tient au fait que certains pays veulent avoir leur propre diplomatie, la France la première, mais ça tient aussi que trop de pays européens considèrent que ce sont les États-Unis qui doivent décider à leur place. Eh bien non, nous avons à mener une politique européenne de sécurité, de défense et de politique étrangère commune. C'est ça l'ambition. Et regardez, nous avons réussi à faire en sorte que beaucoup de pays européens votent la reconnaissance de la Palestine en statut non-membre aux Nations Unies. Nous aurions pu être plus nombreux, mais nous avons déjà été un nombre suffisant. Et moi, je souhaite que cette politique étrangère s'affirme. C'est un peu l'illustration des divisions de l'Europe, ce vote. Oui, mais en même temps, d'une opinion majoritaire qui s'est affirmée à cette occasion-là. L'impression de cette diplomatie européenne dissonante. Nous n'avons pas encore les institutions qui correspondent et peut-être pas forcément la volonté dans chaque pays de porter cette politique étrangère commune. Je vais ajouter un autre mot là-dessus. Moi, je suis tout à fait favorable à l'Europe, la grande Europe telle qu'elle est aujourd'hui, 27, demain 28 et peut-être davantage. Mais je pense que nous devons aussi construire une Europe d'avant-garde, une Europe qui aille plus loin sur un certain nombre de projets industriels, de projets économiques, y compris même de projets politiques. Et le temps viendra où, dans cette grande Europe, nous devons avoir une Europe plus ardente, plus audacieuse et qui met des moyens en commun. Et c'est dans la zone euro que ça doit d'abord se produire. Alors, si vous le permettez, parce que nous allons arriver à la fin de cette émission, je voulais vous poser quand même à tous les deux une question. Il y a le chef d'État, donc c'est le costume, la responsabilité, la fonction. Dessous, il y a l'homme. Qu'est-ce qui tient les deux hommes que vous êtes éveillés la nuit? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de dormir? Il y a tellement de sujets qui pourraient nous empêcher de dormir que nous ne pouvons pas en détacher un en particulier. Vous avez parlé de Gaza, parlé de la Syrie, on aurait pu le faire, de l'Europe, de ces manifestations, de ces colères populaires, de ces jeunes. Quel est le rôle du responsable politique? C'est d'agir. C'est pas simplement de constater et de livrer son émotion. C'est de pouvoir dire qu'au terme de son mandat, il a fait tout ce qu'il a pu pour régler les problèmes qui lui étaient posés. Monsieur le Premier ministre. Deux remarques.
Moi, je ne suis pas chef d'État. Donc... Vous parlez français maintenant. Ah, pardon. Oui, vous pouvez. Due annotazioni. Deux remarques, donc. Vous avez parlé des chefs d'État. Moi, je ne suis que Premier ministre. Et donc, c'est peut-être pour cela que la nuit, je dors plutôt bien. Parce que quand j'ai la conscience d'avoir fait tout ce que je devais faire, et même dans des conditions très difficiles, eh bien, on trouve le sommeil. Messieurs, merci d'être intervenus dans The Global Conversation, notre nouveau rendez-vous sur Euronews. Merci beaucoup. Merci.